Bonjour et bonsoir. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, voilà. Salut. Je suis à vous avec la 6e séance du direct Le Palais des Solitudes. Je suis désolé pour les 6 minutes de retard. En fait, je n'étais pas à la maison et il y avait beaucoup d'embouteillages. Et quand en fait, j'étais en train de conduire à la maison pour pouvoir en fait commencer le live à l'heure, j'ai conduit tellement vite que j'ai été arrêté par la police. Mais de toute façon, bon, je suis arrivé avec 6 minutes, 7 minutes de retard. C'est Donna Doran. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que l'image et le son... ok, il n'y a pas de problème. Bon, ok, très bien. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Si vous arrivez en Europe, habitez en Europe ou au Canada, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc, ce soir, je suis à vous avec la 6e session du direct Le Palais des Solitudes. Comme vous le savez déjà, ça fait quelques mois qu'on a commencé à lire ce livre, voilà, Soraya Esfandiari Bartiari, Le Palais des Solitudes. C'est le livre qu'on lit. Ça fait 6 dimanches qu'on lit. Ok, très bien. Qu'on lit tous ensemble ce livre. Et voilà. Toutes les 5 dernières sessions qu'on a déjà eues ensemble sont déjà archivées sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous avez l'accès, si vous êtes membre, si vous êtes abonné à notre chaîne YouTube, vous avez l'accès, vous avez la possibilité de regarder les 5 premières séances de ce direct. Mais ce soir, comme vous le savez, on va lire la page 13. Donc, je vous invite, messieurs, dames, de regarder le livre, Le Palais des Solitudes. Pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé jusqu'à cette page, j'ai partagé, je pense, 12 stories aujourd'hui en expliquant un petit résumé de toutes les 5 séances qu'on a déjà eues. Donc, si vous n'êtes pas au courant, si vous avez raté les premières séances, il n'y a pas de problème. Vous pouvez regarder les stories, vous pouvez vérifier les stories parce que, enfin, j'ai expliqué le résumé en persan. Donc, aucun problème. Mais là, donc à la page 13, pourquoi j'ai eu une petite erreur. Alors, je vais avoir une deuxième vérification. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez parfaitement bien? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Parce que j'ai eu une petite erreur, je ne sais pas s'il n'y a pas de problème. Ok, ça va. Ça roule. Ça roule. Alors, le dernier paragraphe, je vais le relire. Donc, le dernier paragraphe qu'on a lu il y a quelques semaines, parce que vous savez, on avait arrêté ce direct pendant quelques semaines parce que j'étais en vacances. Mais bon, je vais relire le dernier paragraphe qu'on a lu la dernière séance. Donc, à la page 13, le 1, 2, 3, 4, 5, le 5e paragraphe. Le 5e paragraphe, je vais le relire. Ma mère est née à Moscou. Son grand-père, fabricant d'armes, avait été amené en Russie en 1860 par le tsar Alexandre II, qui lui avait confié la direction d'une usine d'armement. Son père, Franz Karl, était né à Saint-Pétersbourg. Il représentait en Russie
VPN خاموش بکنم، شاید مشکل از VPN. اسک بچه‌ها من نمیدونم چرا هی ارور برام میاد، نمیدونم که اصلا اونور وضعیتش برای شما که دارین لایو رو میبینین وضعیت کیفیت چطوره اینجا، ولی هی ارور میاد برام. Vous êtes déjà 25 personnes, j'espère qu'il n'y a pas de problème. آره پاز میشه به خاطر نمیدونم واقعا به خاطر چیه، چون فیلتر شکنم خاموش کردم. نمیدونم مشکل از کجاست. الان ظاهرا میگن که اوکی، چون من سرم میبرم پایین از رو کتاب بخونم میام بالا میبینم این اروره هست. خب الان خدا رو شکر درسته. Ok, le dernier paragraphe. Regardez la page 13, le dernier paragraphe. Ma mère m'a raconté que lors de la Première Guerre mondiale, ses grands-parents avaient été déportés en Sibérie et internés à Saransk en Mordovie. À la Révolution russe, ils avaient pu s'enfuir vers l'ouest avec quelques autres familles. Les Russes avaient brûlé leurs maisons et ils avaient connu l'exode sur la route. Ma mère m'a raconté que lors de la Première Guerre mondiale, ses grands-parents avaient été déportés en Sibérie et internés à Saransk en Mordovie. À la Révolution russe, ils avaient pu s'enfuir vers l'ouest avec quelques autres familles. Les Russes avaient brûlé leurs maisons et ils avaient connu l'exode sur la route. À la signature, à la page 14, à la signature d'armistice de Brest-Litovsk, une commission militaire allemande les avait accueillis à la frontière balte et de là les avait envoyés à Berlin. Donc je vais relire cette phrase. À la signature, essayez de répéter après moi. À la signature de l'armistice de Brest-Litovsk, une commission militaire allemande les avait accueillis à la frontière balte et de là les avait envoyés à Berlin. Ce Berlin que ma mère aimait tant et où mon père, jeune étudiant en économie politique, devait la rencontrer à l'époque folle des années 30, lorsque, insouciants, les Berlinois allaient danser sur les valses de Strauss, applaudir au théâtre Cabaret Loulou ou Wekind, si je prononce bien. C'est un mot allemand. Donc, je vais relire. À la signature de l'armistice de Brest-Litovsk, une commission militaire allemande les avait accueillis à la frontière balte et de là les avait envoyés à Berlin. Ce Berlin que ma mère aimait tant et où mon père, jeune étudiant en économie politique, devait la rencontrer à l'époque folle des années 30, lorsque, insouciants, les Berlinois allaient danser sur des valses de Strauss, applaudir au théâtre Cabaret Loulou au Wekind. Ok. Jusqu'ici, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Voilà. Donc, elle raconte. C'est Soraya qui raconte. En fait, Soraya raconte que sa mère lui avait raconté que lors de la Première Guerre mondiale, vous savez, la Première Guerre mondiale, il y a eu une guerre entre la Russie et l'Allemagne. Entre la Russie et l'Allemagne. Donc, imaginez, vous êtes d'une famille allemande, vous habitez en Russie et il y a la Première Guerre mondiale. Donc, il y a un problème parce que votre pays est en guerre avec le pays où vous habitez. Donc, vous pouvez bien imaginer la situation. Là, ses grands-pères avaient été déportés en Sibérie. Être déporté quelque part, ça veut dire être en exil.
exil, vous savez. Comme par exemple, Imam Khomeini a été déporté à... Oh là là, j'ai oublié. À Neufle-le-Château. Neufle-le-Château. Donc, Imam Khomeini a été en exil à Neufle-le-Château. Il a été déporté à Neufle-le-Château. Donc là, les grands-parents de mère de Soraya avaient été déportés en Sibérie. Donc maintenant, vous comprenez bien la signification du verbe être déporté. Ils ont été déportés en Sibérie et internés à Saransk en Mordovie. Mordovie, vous savez, c'est une région en Russie. Donc ils avaient été déportés en Sibérie et internés à Saransk, c'est une région en Mordovie. Donc la situation était mauvaise, bien sûr. Et à la Révolution russe, ils avaient pu s'enfuir vers l'ouest avec quelques autres familles. Donc ils ont eu de la chance parce qu'ils ont pu s'enfuir à l'ouest avec quelques autres familles. Les Russes avaient brûlé leur maison. Imaginez, les Russes avaient brûlé leur maison. Pourquoi? Parce qu'ils étaient allemands. Il y avait une guerre entre l'Allemagne et la Russie. Les Russes avaient brûlé leur maison et ils avaient connu l'exode sur les routes. Ça veut dire quoi, ils avaient connu l'exode sur les routes? Vous savez, la route entre, par exemple, la Russie et la Slovaquie, la route entre Téhéran et Ispahan. Mais connaître l'exode sur la route, ça veut dire quoi? L'exode, ça veut dire la sortie. La sortie. Le chemin par lequel on va sortir d'une région qui s'appelle l'exode. Donc, ils avaient connu l'exode sur la route. Non, je suis désolé. Non, ce n'est pas possible d'expliquer en anglais parce que si je voudrais expliquer dans une autre langue, je vais expliquer en persan. Pourquoi anglais? Et en plus, mon anglais n'est pas si parfait. Les Russes avaient brûlé leur maison, ils avaient connu l'exode sur les routes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils sont sortis du pays par les routes. Ça veut dire pas d'une façon aérienne, pas d'une façon, je ne sais pas, deux autres façons, mais sur les routes. Ça veut dire avec des voitures, avec des bus. Ils sont sortis du pays sur les routes. Pourquoi? Parce que les Russes avaient brûlé leur maison. Ils sont sortis du pays par les routes. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que jusqu'ici, vous avez des problèmes, des questions? S'il y a des mots que vous n'avez pas compris jusqu'à maintenant, jusqu'ici, vous pouvez écrire dans les commentaires. Non, pas de questions. Vous avez bien compris. Bon, ok. Apparemment, vous n'avez pas de questions. Ok. Alors, après, qu'est-ce qui s'est passé? À la signature de l'armistice. Armistice, ça veut dire quoi? Armistice, ça veut dire une convention, un contrat que les côtés signent pour déclarer la paix. L'armistice, ça veut dire que on ne fait plus la guerre. On ne fait plus de guerre. Il y a la paix. Je signe, toi tu signes, et là, c'est l'armistice. L'armistice, on ne fait plus de guerre. En persan, c'est quoi? En persan, c'est... Il y avait un armistice qui s'appelle Brest-Litovsk, qui a été signé entre la Russie et l'Allemagne. J'attends que quelqu'un écrive l'équivalent en persan, l'armistice, j'arrive pas à le prononcer, armistice. Otashpas, voilà. Armistice de Brest-Litovsk, donc, voilà. Il y avait un armistice qui s'appelait Brest-Litovsk
Et en fait, selon cet armistice, une commission militaire allemande les avait accueillis à la frontière balte. Donc, ils ont dit, voilà, bonjour la famille de grand-père, de mère de Soraya. On va vous accueillir jusqu'à la frontière balte. Et jusque-là, et enfin, de là, ils ont été envoyés à Berlin. Ils ont été envoyés à Berlin. Donc, c'est quoi le résumé? Les grands-parents de mère de Soraya ont vécu en Russie jusqu'à la Première Guerre mondiale, mais après, à cause des problèmes entre les deux pays, ils ont été envoyés à Berlin, en Allemagne, après l'armistice de Brest-Litovsk. Brest-Litovsk, c'est un armistice qui a été signé entre la Russie et l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale. Voilà. Ils ont été envoyés à Berlin. Ce Berlin que ma mère aimait tant. Et où mon père, jeune étudiant en économie politique, devait la rencontrer à l'époque folle des années 30, lorsque insouciant ça veut dire heureux, insouciant, les Berlinois allaient danser sur des valses de Strauss, applaudir, vous savez, applaudir, au théâtre Cabaret, Lulu et Weekend. Donc jusqu'ici, je pense que vous avez compris. On savait déjà que les parents de Soraya se sont rencontrés à Berlin, où sa mère vivait et son père étudiait l'économie politique. Est-ce que ça va jusqu'ici? Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'il y a des questions? J'espère que j'ai bien expliqué et que vous n'avez pas de problème. البته احساس میکنم یه دیلی هم وجود داره، چون از موقعی که من میپرسم آیا سوالی دارین یا ندارین تا موقعی که یه نفر بگه سوالی نداریم قشنگ یه 30 ثانیه‌ای از سمت من طول میکشه. Pas de problème. Ok, je continue. Écoutez et essayez de répéter après moi. Patiemment, Saltanat guidait ma main pour m'apprendre à écrire mon prénom en persan. Soraya est le nom d'une constellation, celle de la Grande Ourse, avec tout au bout l'étoile polaire qui guide les amoureux et les nomades. Patiemment, Saltanat guidait ma main pour m'apprendre à écrire mon prénom en persan. C'est quoi son prénom en persan? Soraya. Applaudir, ça veut dire ça. Applaudir, je vous applaudis. Je me débute et je commence. Je suis debout et je commence à applaudir pour vous. Applaudissement, applaudir. Voilà. Patiemment, ça veut dire avec de la patience. Saltanat, c'était qui? Saltanat était la professeure de Soraya, la professeure de la langue persane de Soraya. Patiemment, Saltanat guidait ma main pour m'apprendre à écrire mon prénom en persan. Donc, vous pouvez imaginer Soraya comme ça. Saltanat patiemment guidait ma main pour m'apprendre à écrire mon prénom en persan. Soraya, ça veut dire quoi? Soraya est le nom d'une constellation. Constellation, en persan, on dit Majmou'e Sahabi. Mais moi, je ne le savais pas. J'ai cherché sur le dictionnaire. Soraya est le nom d'une constellation, celle de la Grande Ourse. Grande Ourse, vous savez. Grande Ourse, Topakbar. Grande Ourse. Celle de la Grande Ourse, avec tout au bout l'étoile polaire qui guide les amoureux et les nomades. صورت فلکی مجموعه صحابیون از این نظر خیلی وارد نیستم. Mais bon, ça c'est très joli en fait. Ce paragraphe, à mon avis, c'est très très joli.
Soraya, ça veut dire quoi? Elle essaye de nous expliquer la définition et la signification de son prénom. Soraya est le nom d'une constellation, celle de la grande ours, avec tout au bout une étoile polaire, ستاره قطبی, une étoile polaire qui guide les amoureux et les nomades. Les nomades, vous savez, les nomades, ça veut dire les gens qui vivaient en désert. Mais pourquoi il y avait une étoile polaire au bout de la grande ours qui guidait les amoureux et les nomades? Pourquoi? Parce que cette étoile polaire ne bougeait pas. Enfin, ne bouge pas jusqu'à maintenant. Elle ne bouge pas. Donc, si vous êtes un nomade, si vous êtes un amoureux et que vous êtes en désert, en profitant de la position de cette étoile polaire, vous pouvez trouver le chemin. Vous pouvez trouver la direction. Donc, Soraya est le nom d'une constellation, celle de la Grande Ours, avec tout au bout l'étoile polaire qui guide les amoureux et les nomades. Est-ce que vous avez bien compris? Internet est terrible, je suis désolé. من خدا رو شکر اون اروری که میگرفتم و دیگه نگرفتم، اما امیدوارم که شما صدا و تصویر منو خوب داشته باشین. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser ici. Non, pas de problème. Pas de questions. Elle est comme un compas. خب یکی از بچه‌ها کامنت گذاشته صورت فلکی ثریا به شکل خوشه انگوره که جهت جنوب نشون میده. به خاطر همینم گفته صحرانشین‌ها و عاشق‌ها رو دیده می‌کرده، راهنمایی می‌کرده توی بیابون. پد کیستیو. جمله آخر دقیقاً همین چیزی بود که الان گفتیم. دو بکبر که درش یک ستاره قطبیه که صحرانشین‌ها و عشاق رو راهنمایی می‌کنه. Mais bon, je vais continuer. Lorsque mon père nomade, ça veut dire Sahranachin. Lorsque mon père nomade, d'ascendance et de corps, croisa ma mère un jour chez des amis, tout de suite, entre eux, ce fut le grand amour. Lorsque mon père nomade, d'ascendance et de corps, croisa ma mère un jour chez des amis, tout de suite, entre eux, ce fut le grand amour. Blonde et sage, d'une famille protestante austère, elle venait de fêter ses 16 ans. Lui en avait 22. Il était musulman, grand, brun et large d'épaules. Et large d'épaules. Voilà. Lorsque mon père nomade d'ascendance et de corps croisa ma mère un jour chez des amis, tout de suite entre eux, ce fut le grand amour. Donc c'était le coup de foudre. Blonde et sage d'une famille protestante austère, elle venait de fêter ses 16 ans, lui en avait 22. Il était musulman, grand, brun et large d'épaules. Donc, اینجا تشبیه خیلی زیبا داره که ترجمه میدم به فارسی براتون توضیح بدم. واقعا من نظر من اینجا زیبا بود. از یه طرف میاد اسمش رو برای شما توضیح میده که اسمش در واقع توی یک صورت فلکی بوده که درش ستاره‌ای بوده که اون ستاره قطبیه صحرانشین‌ها، حالا عشایر و عشاق رو راهنمایی می‌کرد. یعنی اینجا صحرانشین‌ها و عشاق‌ها رو گذاشت توی یک کاتگوری که توسط این ستاره قطبی راهنمایی میشن. بعد اون تموم شد، برگشت به پدرش که توی آلمان، تو برلین مادرش رو قراره ملاقات بکنه. این دوتا بچه اشتراک صحرانشین بودن و عاشق بودن رو دوباره تکرار میکنه. حالا نمیدونم من نظر ادبی چه آراییه، ولی خیلی زیباست. میگه زمانی که پدر من که خودش صحرانشین بود از تبار و قلب، یعنی هم نظر هم تو قلبش صحرانشین بود، هم از یک تبار، از یک قوم
صحرانشین بود. یک روز خونه دوستا مادرمو میبینه، سریع ce fut le grand amour. سریع عاشق هم دیگه میشن. عشق در یک نگاه. Le coup de foudre. C'est ce qu'on appelle en français le coup de foudre. اینجا دوباره اومد این آرایه رو تکرار کرد که یعنی پدر من که از طرفی نومد بوده، مادرم میبینه عاشقش هم میشه. یعنی être amoureux et être nomade ont été répétés dans deux différents sujets. C'est très très joli à mon avis. Voilà. Donc c'était le coup de foudre entre son père et sa mère. Blonde et sage, là elle est en train d'expliquer, elle est en train de, comment dire, décrire l'apparence et le caractère de sa mère. Elle était blonde, elle était sage, d'une famille protestante austère, donc elle était d'une famille protestante. Protestante, vous savez. Donc elle était d'une famille religieuse, mais pas musulmane, protestante. Elle venait de fêter ses 16 ans. Elle venait de fêter ses 16 ans. Ça veut dire qu'elle avait 16 ans. Elle avait récemment 16 ans. Lui en avait 22. Son père avait 22 ans. Donc là, on comprend. On se rend compte que au moment où il y a eu le coup de foudre entre son père et sa mère avait 16 ans, son père avait 22 ans. Sa mère était protestante, son père était musulman. Lui, on avait 22, il était musulman, grand, il était grand, brun, et d'une large épaule. Et large d'épaule. Voilà, donc, là, elle a un peu décrit l'apparence et le caractère, et religion et l'âge de ses parents au moment de la rencontre. Ok? Est-ce que ça va jusqu'ici? Est-ce qu'il y a des problèmes? J'ai un peu faim, donc je mange un peu. از یه توضیح ریزی هم داد راجع به پدر مادرش زمانی که همدیگر رو ملاقات کردن در برلین. خونه دوستا بوده، کودفوت بوده، عشق در نگاه اول بوده، منتها یک اختلاف سنی 4 ساله داشتن و اختلاف religion, اختلاف مذهب داشتن. Tout est clair, très bien. Je continue. Il était très mal vu en Iran d'épouser une Européenne se professant pas de surcroît la religion de Mahomet. Mahomet, ça veut dire Mohammed. Oui, sa mère était un enfant. Elle avait seulement 16 ans. Elle n'avait que 16 ans. Voilà. Il était très mal vu en Iran d'épouser une Européenne ne professant pas de surcroît la religion de Mahomet. Alors mon père, parti pour l'Iran, demandait à sa mère et ses oncles, parce que son père était mort, la permission d'épouser la femme qu'il aimait. Il y resta 2 ans sans voir ma mère, 2 ans à convaincre les siens, à se battre contre la raison d'État pour la raison du corps. Voyez que چقدر این paragraphe زیباست. Il était très mal vu en Iran d'épouser une Européenne ne professant pas de surcroît, ça veut dire de plus. De plus. Ne professant pas de surcroît la religion de Mahomet. Alors mon père, parti pour l'Iran, demandait à sa mère et ses oncles, son père était mort, la permission d'épouser la femme qu'il aimait. Il y resta 2 ans sans voir ma mère, 2 ans à convaincre les siens, à se battre contre la raison d'État et la raison du corps. En Iran, c'était très mal vu d'épouser une Européenne. چیز خیلی جالب. توی ایران خیلی وجهه بدی داشته که با یک اروپایی شما ازدواج بکنید. مقایسه بکنید با الان. C'était très mal vu en Iran d'épouser une Européenne. En plus, une Européenne qui ne professe pas la religion de Mahomet, ça veut dire qu'il n'est pas musulman. La religion de Mahomet, ça veut dire l'islam.
Donc, en Iran, c'était très mal vu d'épouser une Européenne. En plus, une Européenne qui n'est pas musulmane. C'était très très mal vu, c'était oh là là, c'était comme un tabou. Désolé, j'ai trop faim. C'était très mal vu. En Iran, d'épouser une Européenne ne professant pas de surcroît. Donc, de surcroît, ça veut dire de plus. C'était très mal vu d'épouser une fille, une femme européenne, déjà, mais en plus, une femme européenne qui n'est pas musulmane. Donc, c'était comme un tabou. Imaginez la situation du père de Soraya, de Khalil. ببینید پس وضعیت خلیل چقدر اسفناک بوده که علاوه بر اینکه داشته با یه اروپایی ازدواج میکرده که اون موقع به نظر بد میومده، با یه اروپایی داشته ازدواج میکرده که مسلمان نیست. ببین دیگه چی میشه. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, mon père partit pour l'Iran. Il est parti en Iran. Pourquoi faire? Pour demander à sa mère et ses oncles. Pourquoi ses oncles? Parce que son père, il était mort à l'époque. Son père était décédé à l'époque. Donc, il est parti en Iran pour demander à sa mère et à ses oncles la permission d'épouser la femme qu'il aime. Donc, il est allé en Iran en disant que, voilà, bonjour ma mère, bonjour maman, bonjour mes tontons. Je voudrais épouser une femme allemande qui est protestante, qui n'est pas musulmane. Et voilà, il faut que je vous convainque. Il est resté 2 ans sans voir ma mère. Donc, il est resté en Iran pendant 2 ans sans voir son amante. Pourquoi faire? 2 ans à convaincre les siens. 2 سال تو ایران وقت گذاشته بدون اینکه عشقشو ببینه که خانواده‌شو متقاعد بکنه. À se battre contre la raison d'État pour la raison du cœur. باز این جمله خیلی بسیار زیباست. Cette phrase est trop belle. À se battre contre la raison d'État et la raison du corps. یعنی بجنگه علیه مصلحت در برابر عشقی که در قلبش داشته. La raison du cœur. Donc, la raison d'État, ça veut dire ce qu'il faut faire. La raison du cœur, ce que votre corps vous dit de faire. Ce que vous avez envie de faire. La raison d'État, non, tu ne peux pas épouser une femme européenne. Oh là là, elle n'est pas musulmane. Non, tu ne peux pas le faire. C'est la raison d'État. La raison du cœur, je suis tombé amoureux de cette femme qui est la maman de Soraya et je voudrais l'épouser. Je m'en fous qu'elle est européenne. Je m'en fous qu'elle n'est pas iranienne. Je m'en fous qu'elle n'est pas musulmane. Je m'en fous. Je m'en fiche. Donc, il a mis 2 ans à convaincre les siens. 2 ans pour se battre contre la raison d'État pour la raison du cœur. Est-ce que jusqu'ici, vous comprenez? Est-ce qu'il y a des problèmes? میتونیم بگیم مثلا مصلحت خانوادگی در برابر خواسته قلب، خواسته دل. نکته جالبش اینه که بابای 2 سال وقت گذاشته، یعنی 2 سال معشوقش رو ندیده که بره خانوادهش رو متقاعد بکنه که من میخوام با یه خانم آلمانی ازدواج بکنم. Voilà. Il n'y a pas de problème. Ok. Ça, c'est le dernier paragraphe qu'on va lire ce soir. Pardon. Désolé. Oui. Franchement, ça se passe rarement maintenant. Il revint enfin, et selon le rite mahométan, un prêtre imam les unit tous deux dans la maison de mon grand-père maternel. Ils vécurent encore 2 années à Berlin
jusqu'à ce que mon père ait terminé ses études d'économie politique, puis ils se rendirent en Perse. Il revint enfin selon le rythme mahométan. Le rythme mahométan, ça veut dire quoi? Le rythme mahométan. هر چیزی نمیگم ببینم کسی میتونه دقیقا معادل فارسی قشنگیشو تو کامنت ها بگه. یعنی چی selon le rythme mahométan؟ Le rite mahométan. Il revint enfin, et selon le rite mahométan, un prêtre immense les unit tous deux dans la maison de mon grand-père maternel. Personne. Le rite mahométan. با سرعت کند نه. J'attends un peu plus. نه طبق روال طبیعی هم نمیشه. ماهمتان از ماهمت میاد. ماهمت منظور پیامبر محمد. لغیت ماهمتان یعنی چی؟ یعنی آیین محمدی، رویه محمدی. یعنی ازدواجشون به روش اسلامی بوده، به آیین محمد با هم دیگه ازدواج کردن، النکاح و سنتی و اینا. والا به طریق rythme mahométan با هم دیگه ازدواج کردن. Il revint enfin selon le rythme mahométan, un prêtre imam les unit tous deux dans la maison de mon grand-père. یک امام مسجد، prêtre imam les unit dans la maison de mon grand-père maternel. توی خونه پدر بزرگ مادریش این دو نفر رو بینشون در واقع همون ما تو فارسی میگیم صیغه خوندن، میگیم صیغه عقد جاری شد یا همین چیزی. پس ازدواجشون کاملا اسلامی بوده، توی خونه پدر بزرگ مادری ثریا این اتفاق میفته. Il revint et enfin selon le rythme mahométan, un prêtre imam les unit tous deux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Désolé. Ok. Un prêtre imam les unit tous deux dans la maison de mon grand-père paternel. Ils vécurent encore 2 années à Berlin. خطبه عقد. خطبه عقد جاری شد. بعدش میرن دوباره 2 سال برلین زندگی میکنن. چرا؟ Jusqu'à ce que mon père ait terminé ses études d'économie politique. Donc il a terminé ses études. Et après, ils se rendirent en Perse. Ça veut dire ils sont rentrés en Iran. Ils sont rentrés en Perse. ولی یه لحظه قطع شد. نمیدونم چی شد ولی یه لحظه قطع شد. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ok. پس چه اتفاقی میفته؟ Il revint enfin selon le rythme mahométan. Le rythme mahométan, franchement, c'est le vocabulaire qu'on a appris ce soir, qui c'est un peu bizarre. Le rythme mahométan, un prêtre imam les unit. به خاطر اپل واچ هم فکر کنم دستمون که اینجوری میکنم ناخودآگاه میره روی سیری و چیز قطع میشه، لایو قطع میشه. Je suis désolé. Un prêtre imam les unit tous deux dans la maison de mon grand-père maternel. Ils vécurent. Vécurent, ça vient du verbe vivre. Ils vécurent encore 2 ans à Berlin jusqu'à ce que mon père ait terminé. Ait terminé, c'est l'imparfait du subjonctif. Ils vécurent encore 2 ans à Berlin jusqu'à ce que mon père ait terminé. Ça peut être aussi subjonctif passé.
ses études d'économie politique, puis ils se rendirent en Perse. Se rendir, ça veut dire se rendre. Ils se rendirent en Perse, ça veut dire ils sont rentrés en Iran, après 2 ans. En fait, après avoir terminé ses études d'économie politique, Khalil est rentré en Iran avec sa femme allemande pour vivre en Iran. C'est bon jusqu'ici. امشب تا اینجا ادامه میدیم و در واقع امشب متوجه شدیم که اولا که چی میشه که اجداد ثریا که تو روسیه بودن یهو سر از آلمان در میارن، چی میشه که تو آلمان پدر مادر ثریا با هم دیگه آشنا میشن، تو چه وضعیتی با هم دیگه آشنا میشن، تو چه سنی، چی میشه که خلیل میتونه پدر مادرش، حالا پدرش که مرده بوده، مادرش و اطرافیانش رو راضی بکنه که با یک خانم اروپایی غیر مسلمان ازدواج بکنه، ازدواجشون به چه صورت شکل میگیره و بعدش 2 سال تو برلین زندگی میکنن تا تحصیلات پدرش یعنی خلیل تمام بشه و بعد از اون دوتایی برمیگردن ایران که در واقع همون جاها ثریا به دنیا میاد. J'espère que vous avez trouvé cette session du direct Le Palais des Solitudes utile. J'espère que vous avez aimé. Et voilà. Pour la dernière fois, si vous avez des questions, je vous écoute. Ça fait 45 minutes que je suis ici. Je vous en prie, avec plaisir, monsieur ou madame. Le rythme en mettant. N'oubliez pas ce mot. Le rythme en mettant. Voilà. Ok. Je vous remercie de nous avoir accompagnés ce soir. Et comme d'habitude, je vais partager ce direct sur notre chaîne YouTube. Merci de nous supporter. Merci de nous soutenir sur notre chaîne YouTube. Et voilà, à la semaine prochaine où on va avoir la 7e séance. Salut!